Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de ce journal. J-1 avant l'élection présidentielle en Mauritanie. 1 400 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi. Nous verrons comment s'annonce ce scrutin et quelles sont les dispositions prises par la commission électorale. Des élections également en Tunisie. Les dates des scrutins législatifs et présidentiels ont été fixées à l'automne prochain par l'Assemblée nationale constituante. Signe annonciateur pour certains d'une stabilité politique retrouvée. Nous irons également en Égypte où les constructions illégales se multiplient avec le faible revenu qu'ils dégagent de la culture de leurs terres. Beaucoup d'agriculteurs préfèrent y construire des bâtiments, un phénomène que les autorités veulent stopper. La Mauritanie s'apprête donc à voter ce samedi pour élire son président. La campagne électorale a pris fin ce jeudi. Vous le savez, 5 candidats sont en lice pour la fonction suprême, dont le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Avant le vote de ce samedi où 1 400 000 électeurs sont appelés aux urnes, les membres des forces armées et de sécurité déposent leurs bulletins dans l'urne ce vendredi déjà. Ils pourront ainsi assurer l'ordre dans les bureaux de vote samedi. Des bureaux de vote qui seront ouverts de 7h à 19h. L'annonce des résultats est attendue, elle, samedi soir ou dimanche de la part de la commission électorale et indépendante qui supervise l'ensemble du processus électoral. Et pour parler plus en détail de cette élection présidentielle, nous retrouvons notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofinin. Franck, comment s'annonce ce scrutin? Quelles sont les dispositions prises par la commission électorale nationale indépendante, la CENI? La CENI assure avoir pris toutes les dispositions pour une meilleure organisation de cette présidentielle. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes pu le constater ce matin lors du vote des agents de sécurité publique qui a démarré depuis 7h GMT et se poursuit jusqu'à 19h heure locale. Le matériel pour le vote des citoyens mauritaniens demain a été convoyé vers tous les bureaux de vote du pays. On décompte 2 957 bureaux de vote pour un nombre total d'électeurs de 1 328 000. Alors, les électeurs vont être scrutés par des observateurs mauritaniens et étrangers. Franck, savez-vous à combien ils sont estimés et qui sont-ils? Oui, en effet, Anan, beaucoup d'observateurs sont présents à Nouakchott pour superviser ce scrutin. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la présence de 600 observateurs nationaux et internationaux. Ce sont des observateurs de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de la francophonie, de plusieurs délégations et ONG venues d'Afrique. Merci Franck pour toutes ces explications. Vous êtes notre correspondant en Mauritanie où se prépare donc l'élection présidentielle J-1 avant le scrutin. En Tunisie, les dates des élections législatives et présidentielles sont connues depuis ce mercredi. Ce sera le 26 octobre pour les législatives et le 23 novembre pour le fauteuil présidentiel. La décision a été prise par les membres de la commission de législation générale à l'Assemblée nationale constituante. Une annonce accueillie avec espoir comme un signe pour retrouver une stabilité politique. Explication avec Aminata Diak. Le calendrier électoral enfin adopté en Tunisie. La commission de législation générale de l'Assemblée nationale constituante a approuvé ce mercredi les dates des élections législatives et présidentielles proposées par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Une décision qui sera discutée en séance plénière de l'ANC ce samedi. Le projet de loi portant fixation des échéances des premières élections législatives et présidentielles après l'adoption de la Constitution sera examiné en plénière au plus tard samedi prochain. Les élections législatives auront lieu le 26 octobre à l'intérieur du pays et se tiendront 3 jours avant à l'étranger. L'élection présidentielle, quant à elle, se tiendra en 2 tours. Le premier tour aura lieu le 23 novembre et le second le 28 décembre 2014. Un calendrier dont se réjouissent certains députés qui estiment qu'il ne respecte que les articles transitoires de la Constitution. La date émane d'abord de la Constitution qui stipule formellement que les échéances électorales, donc présidentielles et législatives, doivent avoir lieu avant la fin de l'année 2014. Et donc forcément, cette contrainte a été respectée en tout cas, et c'est ce qu'on salue, par d'abord les membres de l'ISIL qui a permis de donner un scénario faisable techniquement en fonction de toutes les contraintes entre les élections présidentielles et législatives pour respecter justement une indépendance au niveau du choix de l'électeur et qu'il n'y ait pas des influences mutuelles des uns et des autres. L'inscription des électeurs commencera le 23 juin 2014.
2014, près de 4 millions de votants potentiels devraient être inscrits au registre électoral. Nous sommes le 20 juin, comme chaque année à cette date est célébrée la Journée mondiale des réfugiés, un jour sombre pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires. Le PAM a aidé en 2013 près de 9 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et plus de 4 millions de réfugiés à travers le monde. La majorité de ces personnes déplacées, de ces réfugiés, ont dû fuir à cause des crises qui perdurent notamment au Sud-Soudan et en Centrafrique. À ce sujet, je vous propose d'écouter la réaction d'Ertarine Cousine, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial. Ils veulent tous rentrer à la maison, mais ils ne le peuvent pas, tant que la paix n'est pas encore établie. Jusque-là, il est de notre devoir de continuer à faire le travail pour qu'ils puissent vivre dans la dignité pour eux-mêmes et pour les enfants de demain. Dans ce contexte où plus de 45 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde, selon le HCR, cette lueur d'espoir pour beaucoup de ces réfugiés. L'histoire d'une femme, mère de 11 enfants, qui a été séparée d'une partie de sa famille après avoir fui les violences en Centrafrique. 4 mois plus tard, elle a retrouvé une partie des siens dans un camp de réfugiés au Cameroun. Florencia Simporé. Environ 20 000 Centrafricains ont trouvé asile dans ce camp de réfugiés de Biti, situé à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Depuis que le pays est en proie à la violence, de nombreuses familles ont été séparées et la majorité reste sans nouvelles. Aujourd'hui, cette mère de 45 ans retrouve ses jeunes garçons après plusieurs mois de recherche. Ça fait 4 mois aujourd'hui, je ne reste pas tranquille. Je suis toujours pas très comme ça. Je suis comme ça. Mais hier, là, quand même, mais pas tellement passé. Il y a des personnes que je ne trouve pas. Je ne sais pas, quand même. Mais quand même, ça va quand même un peu. Au total, 19 565 réfugiés centrafricains ont traversé la frontière vers le Cameroun pour échapper aux violences perpétrées par les milices ex-Seleka et anti-Balaka à Bangui et dans d'autres villes du nord-ouest de la République centrafricaine depuis février 2014. Dans ma concession, nous avons fait. Mon mari prend les 2 enfants. Moi aussi, j'ai fait avec les 8 enfants. On part vers la brousse. Avant la crise politique en République centrafricaine, le Cameroun accueillait déjà 92 000 réfugiés originaires de la Centrafrique. Les autorités camerounaises ont annoncé cette année une forte hausse du nombre de réfugiés ayant fui au Cameroun depuis que les ex-Seleka avaient pris le pouvoir en 2013. Venons-en à un phénomène que les autorités égyptiennes prennent très au sérieux. Depuis la Révolution, les constructions illégales se multiplient, particulièrement sur les terres agricoles. Face aux faibles revenus qu'ils dégagent de la culture de leurs terres, beaucoup d'agriculteurs préfèrent y construire des habitations. Exemple dans la province de Kaloubia avec Charles de Jouvenel. Dans la province de Kaloubia, dans le delta du Nil, le paysage change à grande vitesse. Les habitants se souviennent de l'époque où les terres agricoles fertiles s'étendaient à perte de vue. Aujourd'hui, le paysage est constellé d'immeubles en construction. Ces chantiers, illégaux parce que n'ayant pas reçu d'autorisation officielle, sont une des preuves de l'urbanisation à outrance que connaît l'Égypte. Au début, tous ceux qui voulaient construire le pouvaient. Quand un décret militaire est paru interdisant la construction sur les terres agricoles, 15 ans se sont écoulés sans que personne ne construise sur ces terres. Lorsque la révolution a eu lieu, tout le monde a recommencé à construire. Les bâtiments que nous construisons sont sur les terres qui nous appartiennent. Les agriculteurs locaux ne parviennent pas à gagner suffisamment en travaillant la terre. Les coûts sont en hausse quand les rendements sont décroissants. Certains d'entre eux ne construisent que pour vendre. L'État souhaite à tout prix réagir. Le delta du Nil est le grenier de l'Égypte et le gouvernement refuse de voir ses terres agricoles diminuer un peu plus chaque année. Il doit y avoir un effet dissuasif sur les constructions illégales. Nous devons mettre en place des sanctions dures pour ceux qui construisent sur les terres agricoles afin de stopper ce phénomène. Ceux qui négocient la terre et font appel à des courtiers qui la vendent à des prix très hauts. Selon les estimations du ministère de l'Agriculture, 30 000 acres de terres agricoles ont été perdus chaque année depuis 3 ans. Certains agronomes égyptiens prédisent que si le rythme de construction ne faiblit pas, l'Égypte pourrait perdre toute parcelle agricole dans les 50 ans.
Quelques mots de sport avec bien sûr la Coupe du monde de football qui continue au Brésil. Jeudi, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Colombie, 2-1 au stade de Brasilia. Les éléphants ont sauvé l'honneur grâce à un but de Gervinho à la 73e minute de jeu. Prochain match de la Côte d'Ivoire dans le groupe C, ce sera mardi 24 juin face à la Grèce. Avant cela, dans le groupe G, le Ghana affronte l'Allemagne ce samedi au stade de Fortaleza. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.